Il y a des personnages que l'on connaît tous. Des rois, des conquérants, des savants. Et puis il y a les autres. Ceux qui ne semblent pas être faits de chair et d'os, mais de rumeurs, de miracles et de mystères. Ce sont des gens dont on se demande encore aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont vraiment existé? Ou est-ce des histoires que l'on a inventées? Des figures entourées d'une aura presque surnaturelle. Des stratèges qui prévoyaient l'avenir. Des guerriers qu'on disait invincibles. Des prophètes qu'on accusait de pactiser avec les dieux ou avec le diable. Certains ont changé le monde, d'autres l'ont juste marqué à jamais. Sans qu'on ne sache vraiment pourquoi pourtant. Mais tous ont ce truc. Cette présence étrange qui flotte entre mythe et réalité. Dans cette vidéo, on ne va pas simplement parler d'histoire. On va parler de légendes vivantes, de destins trop fous pour être vrais, et de personnes si fascinantes qu'elles ont traversé les siècles comme des fantômes charismatiques. Alors installe-toi, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans les frontières les plus fous du monde. Il y a des reines qu'on admire, et puis il y a Queen fucking Amani Rena. Ouais, elle s'appelle pas fucking, c'est juste moi qui ai rajouté ça pour le fun. La meuf qui a littéralement mis une claque à l'Empire romain. Une légende du royaume Kush, quelque part entre le Soudan et l'Égypte vers 40 avant Jésus-Christ. Née d'une rivière royale, mariée au roi Teritégas, Amani Rena n'était pas du genre à faire du tricot, du couscous, de la cuisine ou jouer la nourrice pendant les réunions de guerre. Non, non, elle était plutôt du genre à monter à cheval, une armée derrière elle et avec son fils Akinidad en mode «Maman, où est-ce qu'on va?» À Rome, mon fils. Quand Rome a conquis l'Égypte, l'empereur Auguste était en mode bon, les gars, on a pris l'Égypte, je crois que l'Afrique, d'office, c'est à nous. Tout sera comme du gâteau pour la suite. Pas de beau pour lui, le royaume qui suivait était sous la gouverne de Amanirena. Et on peut dire qu'elle ne voyait pas l'expansion romaine d'un bon œil. En gros, la meuf, elle a pris 3 villes romaines, a décapité la statue d'Auguste et l'a plantée sous un temple en mode ouais, maintenant on marche sur ta tête pour te manquer bien qu'on en a rien à foutre de ta gueule. Allez, et tu craches dessus direct. Bref, elle a mené des offensives contre les Romains, notamment en profitant d'un moment où les forces romaines étaient occupées ailleurs. Ses troupes ont réussi à prendre des villes comme Sven, Elephantine ou Philae. Ouais, je sais que vous savez pas là où c'est, mais faites genre, ce sont des villes importantes. Et là, le détail mythique commence. Durant une de ces nombreuses batailles, Amanirena a perdu un œil. Mais bon, quand t'as déjà mis une branlée à Rome, tu peux pas dire que te remettre d'avoir perdu un œil soit si compliqué que ça. Et puis, ça fait un certain charisme, vous trouvez pas? Après les affrontements, Amanirena a négocié avec Rome et un traité est conclu. Rome recule d'un peu son territoire et Kush reste indépendant. Plus de tribus envers Rome imposées. Le territoire frontière entre Rome et Kush, entre le sud de l'Égypte et la Nubie, donc le Soudan du Nord, est formalisé. Rome abandonne certaines zones. Les Romains finissent par négocier la paix avec elle. Oui, Rome qui négocie. Preuve que même eux savaient qu'il ne fallait pas énerver une reine qui arrache la tête et la garde comme décoration. Elle meurt vers 10 avant Jésus-Christ et laisse derrière elle une réputation de chef de guerre, de diplomate et une icône absolue du «mon frère, je fais absolument ce que je veux et tu vas faire quoi?» Amanirena n'est pas juste une reine, ça aura été littéralement le modèle de Thor. Il manquait plus qu'on ajoute le marteau et la cape et le pouvoir de la foudre. Et puis là, pof, c'est parfait. Dans l'histoire, il y a les riches, les très riches, et puis il y a Mansa Musa. Le gars qui ferait passer Elon Musk pour un employé de McDo. Nous sommes au 15e siècle. Oh, qu'est-ce que je raconte? Au 14e siècle plutôt. Dans l'Empire du Mali, un royaume si puissant que ses coffres débordent littéralement d'or. Mansa Musa devient alors roi en 1312 et dès le départ, il gère l'empire comme un vrai patron. Il contrôle les mines, le commerce du sel et tout ce qui brille à des kilomètres à la ronde. On dit qu'il possédait à lui seul tout la moitié de l'or connu dans le monde. Oui, je dis bien à cette époque, soit au 14e siècle, la moitié de l'or mondial était détenue par un seul homme. Le mec ne faisait pas du business, c'était lui le business. Mais ce qui fait sa légende, ce n'est pas juste sa fortune, c'est son pèlerinage à la Mecque. En 1324, le gars décide de partir à la Mecque, pas avec 3, non, pas avec 4, non, pas avec 1000, non. Le gars décide de partir en pèlerinage à la Mecque avec 60 000 personnes, donc de l'actuel Mali jusqu'à la Mecque, avec 100 chameaux chargés en or. Sauf qu'en arrivant en Égypte,
Mansa Moussa est tellement généreux qu'il distribue son or à tout le monde. Résultat, il a fait chuter la valeur de l'or en Égypte pendant 10 ans. Oui, il a provoqué une crise économique en étant juste trop sympa. Les chroniqueurs arabes fascinés en parlant de lui comme un roi érudit, pieux et bâtisseur. Oh, tu m'étonnes, le mec il te farote des milliers et des milliers encore de monnaie de l'époque. Tu m'étonnes que tu vas faire son éloge. À son retour, il transforme Tombouctou en centre de savoir, université, bibliothèque, mosquée, et il pose les bases de ce qui deviendra l'un des plus grands foyers intellectuels d'Afrique. En résumé, le gars il part faire un pèlerinage, revient avec un empire plus riche, plus cultivé, et une réputation juste mondiale. C'était pas un voyage spirituel, c'était un sponsoring divin. Il meurt vers 1337, laissant derrière lui une légende tellement forte que quand les Européens dessinent les premières cartes, ils mettent littéralement son portrait sur l'Afrique. Un roi noir tenant une pépite d'or géante. Mansa Moussa, c'est le genre de mec qui te ruine juste en te donnant l'argent. Et franchement, ça, c'est du pouvoir. Avant qu'il y ait Mansa Moussa et ses lingots d'or, il y a eu Soundiata Keïta, le gars qui avait posé les fondations du royaume du Mali. En gros, sans lui, tous les autres rois qui auraient suivi seraient encore en train de galérer pour savoir où est la direction de la Mecque. On est au XIIIe siècle vers 1217 au cœur du Mandé en Afrique de l'Ouest. Soundiata naît dans une famille royale, mais il y a un petit problème. Il ne marche pas. Ouais, c'est un peu la loose. Le futur fondateur de l'Empire est un enfant paralysé. Et forcément, tout le monde se moque de lui. Un roi qui galère à ramasser ses calebasses, c'est un peu la loose. Mais c'est là que naît la légende. Un jour, poussé par la honte et la colère, Soundiata se lève et il marche. Genre direct. Comme un miracle scénarisé en mode Disney. Les griots disent qu'il s'est redressé comme un baobab qui pousse d'un coup. À partir de là, le gars devient imbattable. Il réunit les peuples de la Mandé, fédère des clans et déclare la guerre au tyran Soumaoro Kanté. Le genre de méchant que tu imagines avec des cornes, une cape et un rire démoniaque. En 1235, il remporte la bataille de Kirina, moment fondateur pour l'Afrique de l'Ouest. Soundiata devient le Mansa, le roi des rois. Bah celui-là du coup. Et fonde l'Empire du Mali, qui va durer plus de 200 ans. Mais il ne s'arrête pas là. Il met en place une charte du Mandé, une sorte de constitution avant l'heure, qui parle de justice, de respect et même de droits humains. Oui, pendant que l'Europe essayait encore de faire ses croisades, lui, il réglait déjà des droits éthiques. Il meurt en 1255, je devrais plutôt dire vers, parce que les sources ne sont pas extrêmement claires au sujet, mais laisse derrière lui une légende transmise par les griots depuis 800 ans. Et aujourd'hui encore, dans tout le monde, on dit « Le lion peut dormir, mais son rugissement résonne à jamais ». Soundiata est la preuve qu'un handicap ne peut pas t'empêcher d'avancer. Parfois, ça te prépare juste à marcher droit vers ton destin. Tu te rappelles dans Black Panther la scène là où T'Challa dit « Nous ne construisons pas des armes, nous bâtissons des ponts ». Eh bien, figure-toi qu'au XVIIe siècle, il y avait déjà un gars qui pensait exactement pareil. Shamba Bolongo, le roi philosophe du royaume de Cuba. On est vers 1600 à 1620 dans l'actuelle République démocratique du Congo. Pendant que l'Europe s'entre-déchire pour des frontières et des couronnes, Shamba lui règne dans un royaume prospère où le plus grand crime c'est d'avoir cassé une œuvre d'art. Oui, ce gars a littéralement remplacé les épées par les sculptures. C'est pas un roi, c'est un curateur de musée avec un trône. Pendant que les rois je vais y arriver. Pendant que les rois européens faisaient la guerre de 100 ans, lui, il faisait la paix de 100 masques. C'est nul! Avouez les bonnes celles-là, s'il te plaît. En passant, est-ce que je t'ai demandé de t'abonner ou bien de liker? Je l'ai pas fait? Bah, fais-le. J'attends avant de continuer. C'est bon? On peut continuer? Shamba Boulongo détestait la guerre. Il disait « La guerre, c'est le métier des bêtes. » Et honnêtement, c'est probablement la punchline la plus classe prononcée avant l'invention du micro. Ce type était littéralement le Gandhi Bantou avant Gandhi. Quoique Gandhi lui aussi, il y a assez de dossiers troublants sur ce personnage qui me fait énormément flipper. En gros, il n'est pas aussi blanc que vous voulez le croire, mais je crois que c'est pas assez conscient la vidéo. On va dire plutôt le Dumbledore sans baguette magique ou le T'Challa sans vibranium et sans super pouvoir. Mais ne te méprends pas.
Il n'était pas un roi mou. Son royaume de Cuba était hyper organisé. Un gouvernement avec des ministres, des lois codifiées, et surtout un sens de l'esthétique tellement fort que même les meubles étaient plus beaux que certains trônes européens. À partir de là, il y a une théorie qui me vient en tête. Si ça se trouve, c'est à partir de là que la sapologie des Congolais arrive. Petit jeu. Monsieur Pierre, expliquez-lui. Oui, alors c'est un costume cousu main, fait par le meilleur couturier botswangais, à partir de la peau d'un crocodile mort. Intérieur doublé en plumes d'autruche et en poils de hyène, assorti avec des chaussures en python verni. Sur mesure. Mettez la toque pour compléter le look. Pardon, monsieur. Ouais, je suis sûr que c'est Chamba Bolongo qui a l'origine de ça. À creuser. Sous son règne, Cuba est et devient les architectes designers de l'Afrique centrale. Leur tissu, les raffia Cuba, inspire encore aujourd'hui les créateurs de mode modernes. Même Louis Vuitton en a repris des motifs. Chamba, lui, il aurait probablement dit « L'élégance, c'est la vraie arme d'un roi ». Imagine juste tu rentres dans son palais et il y a des sculptures, des masques partout, de la musique et de la danse, et lui là, posé au milieu en mode chill genre « Non, 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 on ne fait pas la guerre, mais regarde notre beau motif de mon tapis ». L'héritage d'un roi pacifiste. Chamba Bolongo a aussi instauré des règles de justice moderne. Pas de punition barbare, pas de domination par la peur. Il croyait au dialogue et à l'art et au savoir. En gros, c'était le roi Jedi du Congo. Si Yoda avait été africain, il aurait probablement dit « La guerre, non, mais la beauté, oui ». Et quand il meurt, Cuba continue à raconter son histoire pendant des générations et des générations. Pas parce qu'il les a conquis, mais parce qu'il les a inspirés. Un roi qui a fait de la culture une arme de construction massive. Chamba Bolongo, c'est la preuve que tu peux régner sans violence, imposer le respect, sans lever le ton et surtout que le vrai pouvoir, c'est d'avoir assez confiance en toi pour ne pas avoir besoin de champ de bataille. Et on va enchaîner avec ma préférée de toutes. J'espère que vous êtes encore là parce que la plus badass de tout arrive. Zinga Bandé. Tu vois ces gens qui, quand tout s'écroule autour d'eux, trouvent toujours un moyen de se poser digne, confiant et classe. Zinga Bandé, c'était ça. Une reine, une stratège, une négociatrice légendaire. Et probablement la seule personne de l'histoire à avoir fait un move politique digne d'un sketch de Camelot. On est en 1583 dans le royaume de Dongo et Matamba, dans l'actuel Angola. Zinga naît princesse, fille du roi Angola, Kilwandi. Très vite, elle se démarque par son intelligence, ambitieuse, et surtout, elle parle portugais couramment. Et à une époque où les Portugais veulent coloniser l'Afrique du Sud-Ouest, autant te dire que parler leur langue, c'est comme avoir un VPN diplomatique intégré. Elle, c'était un peu la Hermione Granger de la diplomatie bantou. Trop intelligente, un peu effrayante, mais indispensable pour la survie de son royaume. Vers 1622, elle rencontre les Portugais pour négocier un traité de paix. Sauf que voilà, les colons, pleins d'arrogance, n'avaient prévu aucun siège pour elle. Un message clair: tu n'es pas notre égal. Et là, Zinga, sans perdre son calme, fait un signe de la main, puis s'agenouille, et puis une servante s'agenouille pour lui servir de chaise. Elle s'assoit dessus, fixe le gouverneur portugais, droit dans les yeux, et négocie comme si de rien n'était. Voilà la première femme de l'histoire qui a inventé la chaise humaine en domination politique. Comme quoi Beyoncé n'a rien inventé. Quand les Portugais trahissent l'accord, bien évidemment, Zinga entre en guerre. Elle dirige personnellement ses troupes, fait des alliances avec des royaumes voisins et même des anciens esclaves. Elle adopte le christianisme, mais aussi les stratégies des peuples voisins. Bref, elle fait un mélange géopolitique sauce Marvel multivers. Une main dans la Bible et l'autre dans la lance. C'est ce qu'on appelle le leadership équilibré. Ses ennemis la surnommaient la reine serpent. Pas parce qu'elle était perfide, mais parce qu'elle était insaisissable. Une fois acculée par les Portugais, elle s'est enfuie à travers des marais infestés de serpents et a survécu. Genre, le niveau de survie au-dessus, c'est Bear Grylls. Imagine juste t'as un mec de 80 kilos en armure qui te court après et toi t'es là pieds nus dans la boue et tu t'en sors vivante sans aucun souci. Zinga, le DLC impossible à capturer. Zinga régnera jusqu'en 1663, soit plus de 40 ans de résistance face aux Portugais, et elle meurt paisiblement.
Elle laisse derrière elle un royaume encore debout et une réputation de reine indomptable. L'héritage d'une féministe avant l'heure. Dinga, c'est la preuve que tu peux perdre un trône mais pas ta dignité. Et surtout que, parfois, pour régner, il faut savoir sur qui s'asseoir. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire, bien que ça m'ait pris énormément de temps. Alors, si jamais mon contenu te plaît, je t'invite à liker, à t'abonner. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut!